Salut Patrick. Salut les gars, ça va bien? Salut Pat. Merci d'être là. On apprécie, on le dit depuis le début. Puis les commentaires sur les réseaux sociaux partout, les gens sont contents de te voir dans un modèle un peu différent d'entrevue de l'antichambre ou l'après-match à TVA. Là, nous autres, c'est un peu plus taverne style, disons. Ben oui, regarde, la preuve, tu m'as fait un beau cadeau, fait que Ah, la boy, la la boy. gin de la poche bleue, puis Nicole elle m'a dit qu'il fallait faire un chin avant de commencer. Ah, Ah, ben, là, tu nous fais plaisir. Là. J'aime ça que Nicole soit la boss. Chill, mon Pat. Ah ouais. Je pensais Ça, pas que je peux te le Patrick dire. avait une boss. Là, Pat, ça a l'air que la première Une bouteille, par femme exemple. Nicole, c'est une femme extraordinaire, c'est une personne pour qui je voue beaucoup de respect, puis on est des partenaires parce que quand je suis arrivé avec les remparts, Jacques Tanguay m'avait dit je vais te donner une personne à tes côtés qui s'appelle Nicole Bouchard. Puis, au début, c'était drôle parce que Nicole, évidemment, était avec les Nordiques, fait qu'elle m'aimait pas beaucoup. Puis, ça a commencé tout doux, mais je suis obligé de te dire qu'aujourd'hui, là, on est vraiment un duo là, qui se complète bien, puis elle me rend de loin meilleur. Elle me permet justement là, de me concentrer sur mon travail de directeur général et entraîneur-chef. Tout ce qui est de la logistique, c'est une éponge, là, c'est une machine, cette femme-là. Non, t'as besoin de cette aide-là, c'est sûr et certain. Un homme occupé, puis on l'a trouvé très gentil, nous autres aussi d'ailleurs. Puis tu sais, tu parles justement de la fusion entre quelqu'un qui travaillait pour les Nordiques puis un ancien Canadien. Toi, tu es un gars de Québec. À l'opposé, quand tu as été repêché par le Canadien de Montréal, pour toi, t'as-tu eu un moment dans ta carrière où tu t'es dit, je vais faire une Eric Lindros, puis je vais pas, ou c'était c'était pas Non. dans ta tête pantoute? Non, moi j'étais. Je souhaitais jouer dans ma province. Je souhaitais de rester proche. Puis évidemment, les deux seules équipes, c'était les Nordiques puis le Canadien. Mais je me considérais excessivement chanceux. Là. Même si en étant plus jeune, j'étais un partisan des Nordiques, euh, il demeure pas moins là, que nos valeurs changent vite à ce moment-là. Être empêché par les Canadiens, puis d'avoir la chance de jouer pour la France, probablement la plus grande franchise dans la Ligue nationale, puis d'avoir la chance de porter le chandail, puis de jouer pour une équipe avec tellement de richesse au niveau là, de son histoire, puis ça, fait que c'est un privilège pour moi là, d'avoir la chance de pouvoir jouer avec, même si je suis né de Québec, même si les Nordiques étaient mon équipe préférée, d'avoir la chance de pouvoir jouer avec les Canadiens, c'était tout un rêve. C'est quoi ton souvenir de TQ qui te vient en tête, soit des Nordiques ou du Canadien, un match, ton premier match, tu es allé voir, ou quelque chose, je pense, c'est-tu avec Rogatien Vachon, tu étais allé voir avec ton père, c'était un de tes idoles, ou c'est ça? Écoute, le premier match que j'ai assisté, c'était effectivement. Mon idole de jeunesse, c'était Rogatien Vachon. Puis j'adorais là, son style acrobatique. Il y avait des mitaines tellement rapides, il sortait beaucoup de ce filet, etc. Puis à un moment donné, mon père avait un de ses amis qui restait à Montréal, puis il était détenteur de billets de saison. Puis il a dit j'ai une surprise pour toi. Puis on avait couché à Montréal, puis on était allé voir le Canadien avec Rogatien Vachon. Ça n'avait pas bien été pour Rogatien Vachon. Et je pense qu'ils avaient perdu 6-0. Mais c'est incroyable l'impact que ces gars-là avaient sur nous comme jeunes. Puis je suis certain que vous deux, vous aviez des idoles. Puis je me rappelle là, le soir, là, je suis arrivé dans la maison de l'ami à mon père. Puis, j'avais juste hâte de retourner sa glace, puis de copier certains faits et gestes qu'il y avait. Puis, le pitch, c'est derrière le but, un peu en billet, mais derrière le but en deux occasions. Puis, quand là, je te dis, j'essaie de voir les détails, comment est-ce qu'il se comportait, etc. Puis, quand je suis embarqué sur la glace, là, je te dis, en vrai, j'étais gonflé à bloc. Là, puis... Mais c'est ça, un modèle, hein? Ouais. C'est-tu tough des fois? T'as-tu un souvenir de. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus, justement? Parce que nous autres, on a joué dans la Ligue nationale, mais là, toi, tu as vécu à un autre niveau. Là, tout ce que tu as fait, les Coupes Stanley. T'as-tu une fois où tu te rappelles où tu es revenu chez vous, puis au-delà de tout ce que tu as fait comme Chris, j'ai vraiment changé la vie de ce kid-là ou cette personne-là? Ben, écoute, on ne réalise pas toujours l'impact qu'on peut avoir sur les jeunes. Euh, à quelque part, je le réalise parce que Rogatien Vachon en a eu une sur moi ou Daniel Bouchard. Je me souviens encore de ma rencontre avec Daniel Bouchard à Québec. Quand il m'avait donné un bâton, j'ai couché avec le bâton. Pas compliqué. Là, tu sais, quand t'es TQ, t'as 15 ans, puis tu reçois le bâton de Daniel Bouchard, puis tu passes une heure.
Fait que juste ça te permet de réaliser à quel point on peut avoir un impact. Puis à chaque occasion que j'ai, lorsque ça se présente, ben, c'est sûr que j'en profite. Ça ressemblait à quoi ton enfance, justement? C'était-tu juste hockey, hockey, ou il y avait d'autres choses? Parce que je sais que tes parents étaient athlètes, si je ne me Ouais. trompe pas. Là, ta mère était nageur synchronisé, ton père était un joueur de tennis accompli, apparemment. D'être élevé avec 2 athlètes, c'était-tu toujours le sport ou il fallait que tu travailles fort à l'école? C'était quel Ben, style d'enfance tu as eu? c'est sûr que mes parents ont eu un impact. Là. Je veux dire, étant des sportifs, nous ont amenés à faire du sport. Mais le plus drôle dans ça, c'est ma mère était coach de natation, puis le deal, c'était si on voulait aller au hockey, il fallait aller faire de la natation. Jusqu'au jour où mon frère et moi, on s'est cachés dans les cases parce qu'on ne voulait plus faire de la natation. Donc là, à un moment donné, ma mère a dit bon, on va laisser faire la natation, puis on va aller juste au hockey. Ouais, ça. Mais, c'est ça. Mais honnêtement, je pense que ça a été bon pour moi de toucher à différents sports. Tu sais, la natation, veux pas moi, ma nage préférée, c'était la brasse. Évidemment, ça m'a aidé quand j'ai commencé à jouer le style papillon. Mon père jouait au tennis, ma mère jouait au tennis, fait que, aller au filet, tu sais, des volets, etc. Fait que, je pense que puis, tu sais, le synchroniste là, d'être capable de toucher à la balle en mouvement, etc. Fait que ça, je pense que ça, à quelque part, je pense que c'est bénéfique pour n'importe quel jeune de pouvoir composer dans un autre sport que uniquement le hockey. Puis on peut grandir là-dedans, je pense. Parce qu'on parle souvent de ta carrière, tout ce que tu as accompli, mais on entend moins souvent parler justement ces moments-là dans ton enfance. Les gens ne le savent peut-être pas, mais tu as été tassé du hockey compétitif à un moment donné dans le hockey mineur. Est-ce que d'avoir tes parents athlètes, justement, à quel point ça t'a aidé, ça? Écoute, c'est évident, là, moi j'ai été chanceux. Quand je suis arrivé, moi, à l'âge de 15 ans, je suis allé au camp d'entraînement du Midget 3 à Sainte-Foy, puis j'ai été retranché dès la première coupure. Et puis, par la suite, il n'y avait plus de Midget 2A à Sainte-Foy, alors on devait aller dans nos paroisses. Puis moi, je jouais à l'époque, nous, on demeurait à Cap-Rouge, fait que je devais aller à Série-Cap-Rouge. Puis la première pratique, j'ai été retranché à Série-Cap-Rouge aussi. Alors, j'ai été chanceux. Il y avait une femme qui s'appelait Huguette Scallen qui était la présidente, si tu veux, de Quartier-Laurentien, qui était une autre des équipes dans cette ligue-là. Puis eux n'avaient pas de gardien de but. Alors, ils ont demandé là, la permission pour que je puisse m'aligner avec eux pour une saison. Puis heureusement pour moi, on a connu une saison extraordinaire. On avait vraiment une belle équipe. Et puis l'année suivante, j'ai réussi là, à me tailler une place dans le midget 3. Fait que ça a parti de rien vraiment. Pourquoi? C'est quoi qui a été le déclic d'abord entre le Patrick Roy qui se fait couper à 15 ans puis le Patrick Roy qui gagne, il s'en va dans le junior, domine, et HL domine puis devient la vedette de la Ligue nationale? Il y a eu un déclic à quelque part? Oui, c'est une bonne question. Premièrement, j'ai quand même grandi. Là, j'ai pris quoi, 4-5 pouces dans cette période-là. C'est pas tout à fait le même gardien de but. Je te dirais là, que durant la période estivale, j'avais rencontré un gars qui s'appelait Jacques No, qui était l'entraîneur des gardiens de but à l'époque du Midget 3A. Puis il m'avait grandement aidé. Il m'avait donné des bases où j'étais plus solide devant le filet, moins acrobatique, plus en contrôle. Puis il y a un déclic qui s'est fait tranquillement. Puis la saison a commencé, j'étais le deuxième gardien de but. Ça a mal été pour le premier. Puis après ça, ben, on a tranquillement me donné le filet. Puis j'ai eu la chance là, de jouer. Écoute, cette année-là, sur 40 000 matchs, je pense que j'en ai joué 39. J'ai réchauffé le banc au début, mais je l'ai plus bien réchauffé après. Ils ont finalement compris à un moment donné. Puis tu sais, tu parles de perfectionner ta technique. Mais je dis souvent à mes gardiens de but parce que je ne me mêle pas des gardiens de but avec les remparts beaucoup. Je laisse ça à Pascal Lizotte. Pascal Lizotte, excuse-moi, c'est un gars extraordinaire, puis c'est un gars qui fait vraiment un bon travail, puis c'est une bonne tête de hockey. Puis j'essaie de pas trop, mais des fois, je leur raconte parce que souvent, les gens voient mon histoire comme étant juste un conte de fées, mais c'est pas nécessairement juste un conte de fées. Moi aussi, j'ai vécu des moments qui m'ont mis à l'épreuve, puis qui m'ont demandé de persévérer, puis puis aujourd'hui, c'est facile pour moi de dire, ben, en persévérant, voici ce qui peut nous arriver, mais
C'est sûr que j'encourage beaucoup mes gardiens de but, puis même les joueurs de notre équipe de persévérer puis de s'accrocher parce que c'est pas toujours facile. Puis à un certain moment donné, on est challengé. Puis il faut trouver une façon de s'accrocher puis de passer au travail. Ça a été quoi, justement, ton moment, Patrick, dans ta carrière, que tu t'es dit, ça c'était de la persévérance, puis là, je viens de passer par-dessus toute une montagne? Moi, je vais te dire, moi, après chaque défaite, je prenais ma retraite. On dirait là, que les défaites, pour moi, là, ça me passait au travers. C'était tellement mauvais perdant. J'étais tellement. Je détestais perdre. Là. Je pense que je détestais plus perdre que gagner. Puis ça n'avait pas l'importance que perdre de 1-0 ou 6-5, c'était pour moi, là, c'était. Honnêtement, j'ai toujours. J'ai toujours carburé là, à la peur de perdre, puis je pense au dédain de perdre. T'as-tu. OK, il y a quelque chose entre détester perdre. T'étais-tu capable de tourner la page vite pareil? Ou tu restais accroché? Si tu ne joues pas avant 48 heures, tu restais accroché sur la défaite? Ou? Non, je ne restais pas longtemps accroché. Veux pas, la position de gardien de but t'oblige à oublier là, très rapidement parce que, premièrement, si tu fais marquer sur le premier tir du match, ça fait une longue soirée si tu n'es pas content de toi parce que tu as donné un but. Fait que, veux pas, on essaye de toujours focusser sur le prochain lancer, sur le prochain match. Mais on dirait que je me suis toujours motivé beaucoup avec une défaite. Question de revenir plus fort le match suivant. Puis, je te dirais que la position de gardien de but te demande aussi, tu sais, beaucoup de gens m'ont associé comme étant une personne qui était peut-être un peu arrogant ou style comme ça, mais on n'a pas vraiment le choix parce qu'on est on est la dernière personne avant que la rondelle rentre derrière la ligne des buts. Puis, veut pas, on se doit de dégager de la confiance. On doit, tu sais, t'embarques sur la glace, t'aimes ça savoir que ton goaler va être là. Puis, le plus beau compliment, Raymond Bourque m'avait déjà dit, il dit, toi, Pat, il dit, on se posera jamais la question à savoir si tu vas être là prête pour jouer ou pas. Moi, j'étais prêt à jouer, j'étais dédié à chaque match. Puis, pour moi, là, c'était, je sais pas si c'est une question de vie ou de mort, mais je prenais beaucoup de fierté à bien performer puis à trouver une façon de gagner nos matchs. Mais le déclic, là, tantôt Guillaume en parlait, puis on parlait de ta jeunesse, tu as été coupé, mais tu as été un choix de deuxième ronde dans le junior majeur, tu as été un choix de troisième ronde dans la Ligue nationale de hockey. C'est quand que tu es devenu Patrick Roy, la légende qu'on connaît, puis qu'est-ce qui est arrivé? C'est un autre niveau pareil, c'est pas juste du travail. Là. Non, tu as raison. J'ai pas été très bon au niveau junior. Honnêtement, à Granby, là, ils n'ont pas retiré mon chandail parce que j'ai performé comme gardien de but là, avec le club. C'est plus à cause de ma carrière, là, puis ça, je peux te le dire. Puis, tu sais, quelqu'un me demandait ils vont-tu t'introniser au Panthéon je peux te dire une affaire, au niveau junior, je ne rentrerai pas au Panthéon de la Ligue de hockey junior majeur du Québec à cause de mes performances de gardien de but. Même si on avait des équipes faibles à Granby, même si recevais beaucoup de lancers, moi, je considère que je n'avais pas vraiment bien joué au niveau junior. Mais j'étais chanceux parce que à ma dernière année junior, on avait raté les séries éliminatoires à Granby. Puis le Canadien, j'avais eu un bon camp d'entraînement avec le Canadien. J'avais commencé les 10 premiers matchs avec le Canadien à 19 ans. Puis, je m'amusais souvent à dire que c'est à cause de ça que Guy Lafleur a pris sa retraite, parce que ça, c'était en 84. Ça ne me fait pas rajeunir. Mais tout ça pour dire que on m'avait retourné junior, puis on n'avait pas eu une bonne saison. On avait fini, je pense, dernier ou avant-dernier dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec à l'époque. Alors, on m'avait envoyé à Sherbrooke, qui était le club ferme du Canadien à l'époque. Et là, c'est là que j'ai rencontré François Allaire. Puis François Allaire a fait un travail extraordinaire avec moi. Il a vraiment là, mis des bases dans ma technique, puis de ma façon là, de me comporter devant le filet. Puis, François avait une vision, puis je pense que je suis devenu comme le prototype parfait pour lui, un gars qui aimait ça tomber en papillon, puis de couvrir le bas de la glace. Moi, j'ai toujours aimé ça, jouer en style papillon, mais c'était pas un style qui était
c'était pas un style qui était apprécié par les entraîneurs. C'était plus un style debout où on faisait on utilisait nos patins pour arrêter. On ouvrait le patin pour faire les arrêts à cette époque-là. Tandis qu'aujourd'hui, les gardiens de but sont pensés. Même à un moment donné, Jacques Lemaire est arrivé, puis il avait envoyé Jean Perron. Puis j'avais été rappelé, moi, pendant un voyage. Puis je me garochais, j'essayais d'arrêter toutes les rondelles. Puis à un moment donné, Jean Perron, ouais, il dit Lemaire veut savoir si tu as besoin d'un matelas. Là, j'avais envie de dire, peux-tu pas aller chier? Mais tu sais, en dedans de moi, je me suis dit, OK. Mais tu sais, si tu veux réussir, faut aussi que tu crois, faut que tu crois en ce que tu fais. Puis, puis moi, je croyais à ça. Fait que le timing de travailler avec François Allaire est un timing parfait. Une personne extraordinaire, puis il y avait une tellement belle vision, puis il y avait une bonne approche avec moi, puis honnêtement, il m'a aidé grandement. Là. Puis tu dis, j'ai joué 10 games à 19 ans. C'est qui t'a impressionné le plus? Première fois que tu rentres dans le vestiaire, là, que, tu sais, dans 84, c'est sûr que c'est Flower. Là. Ouais. Écoute, tu sais, quand t'es plus jeune, puis le samedi soir, tu regardes le Canadien, c'était Guy Lafleur, puis c'était des Robinson, puis c'était Mario Tremblay, puis ce gang-là. Ils gagnaient des Coupes Stanley année après année. Quand tu vois Guy Lafleur arriver là, dans la chambre, puis lui, Guy, il arrivait 5 minutes peut-être avant, là. Puis en 5 minutes, il s'habillait, il y avait ses épaulettes étaient accrochées après ses bretelles, puis c'était pas long, là. Puis il n'y avait pas de casque, il embarquait là, puis ouais, let's go. Fait que c'était très... Moi, ça m'avait marqué. Puis là, tu le voyais entre les périodes, il allait fumer une cigarette en arrière, là, ou la machine des patins, parce que Jacques Lemaire ne voulait plus qu'il fume dans la chambre. Imagine-toi, dans ce temps-là, ça fumait dans la chambre. Là. C'était carré. À quel point c'était stressant de fréquenter ces joueurs-là. Tu sais, nous autres, on est rentrés dans le vestiaire, c'était Radek Bank puis Brian Smolinski. Pour toi, t'avais-tu peur de faire des erreurs ou... Non, parce que c'était quand même un bon groupe de vétérans. Je te dirais, moi, ma première réaction, c'était est-ce que je suis capable de survivre dans ce monde-là? C'était bien plus ça ma préoccupation. Ouais. Savoir si j'étais capable de faire ma place, si j'étais capable de garder ma place année après année. Ça, c'était mon plus gros défi. Puis c'était un peu ce que je souhaitais qu'il m'arrive, de pouvoir faire ma marque, faire ma place. Puis disons que ça commençait plutôt très fort. Là. Y a-tu une initiation? T'sais, à ce temps, on l'a vu, le souper des recrues dans votre temps. Ouais, dans ce temps-là, je vais t'épargner des bouts de ça, mais dans ce temps-là, c'était un peu ça. Là, ils t'envoyaient en arrière, puis là, nous, ils nous avaient rasé la tête. On nous avait enlevé. On avait pris le rasoir dans la tête. On nous avait coupé les cheveux avec le rasoir, mais comme elle se faisait là, à ces époques-là, aujourd'hui, ça a changé. Là, c'est plus, on amène les recrues, vont dans les restaurants, puis ils payent la traite aux vétérans, puis etc. Mais à cette époque-là, c'était autre mœurs. C'était plus raide. C'est quand même fait raser les cheveux par Guy Lafleur. C'est pas mal plus raide qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans la société, on n'accepterait plus ça. Là. Mais non. Ah non, c'est ça. Y a-tu un vétéran qui t'a pris sous son aile? Tu te rappelles-tu d'un gars qui t'a amené premier souper ou sa route, ton roommate ou peu importe? Lucien Leblois est extraordinaire. Lucien puis Lise, là, ils ont été vraiment des bonnes personnes pour moi. Ils m'ont... Écoute, moi, je restais là à Rosemont, dans ce coin-là, puis dans le bout de Rosemont, puis je restais en bas de chez Lucien, puis il y avait ses enfants avec lui. D'ailleurs, Dominique, qui est un agent de joueurs aujourd'hui, puis je pense que ses jumeaux sont même comme dépisteurs, exactement, pour les équipes de la Ligue nationale. Alors, mais Lucien était vraiment bon pour moi. C'était malheureux parce que je pense qu'il mais il a été blessé là, en début de saison. Puis il est revenu par la suite, mais il est arrivé un peu tard. Puis il n'a peut-être pas joué, mais c'était tellement un bon gars d'équipe. Puis c'était vraiment un bon leader. Quel impact, les playoffs 86, quand tu domines, puis là, sur le reste de ta carrière, tu disais tantôt, je me demandais si j'étais capable de faire ma place, mais là, ces playoffs-là viennent marquer complètement le reste de ta carrière. Là. Ben, écoute, j'aimerais ça avoir ce début de carrière-là dans la convention collective des joueurs d'aujourd'hui.
D'après moi, j'aurais gagné plus que 75 000 cette année-là. Oui. Mais, pas mal sûr. ouais. Ah oui, c'était mon salaire de ma première année. Je gagnais 75, puis on a gagné à la coupe, puis Serge était bien de bonne humeur, fait qu'il m'avait augmenté de, je pense, de 20 000 piastres, que j'avais monté de 75 à 95, puis j'étais bien content, imagine-toi. Fait que ça a Pas changé d'allure. beaucoup. Mais oui, ça a un impact positif. Écoute, ça s'est déroulé tellement rapidement que quand je suis allé dans la Ligue américaine, à un moment donné, Greg m'a fait un bris d'équipement, j'étais le deuxième, puis j'ai embarqué dans le filet, puis on m'a laissé devant le filet. Le fait d'avoir gagné la Coupe Calder cette année-là m'avait aidé beaucoup pour le début de la série contre les Browns de Boston. Puis d'ailleurs, là, je me souviens comme un match clé dans ma carrière, c'était définitivement la première période, les premiers instants du match contre Boston dans cette série-là, où on avait gagné dans 3 parties. Et après, on avait gagné la Coupe Stanley, puis j'avais été crédité du trophée Conn Smythe, mais ça avait comme un peu je te dirais, un double tranchant dans le sens que je me dis, on va gagner à chaque année. Mais je me dirais, en affaires, c'est pas comme ça que ça marche. Puis ça a été une dure réalité assez rapidement parce que durant la saison suivante, Serge est allé chercher Brian Hayward. Puis on m'avait fait commencer la série contre Boston. On avait gagné la série, je pense, en 4. On jouait 4 matchs en 5 jours, quelque chose de genre. Puis j'avais gardé les buts pour les Canadiens. On avait gagné, puis on avait perdu le premier match contre les Nordiques à domicile. Je n'avais pas été très bon. Puis je me souviens, j'étais allé pour le deuxième match, il avait décidé d'aller avec Brian Hayward. Puis j'étais allé voir Jean, puis j'ai demandé, mais Jean, pourquoi tu ne me donnes pas une deuxième chance, tout ça. Puis l'année passée, je n'avais pas le choix, mais cette année, je l'ai. Fait que je joue avec Brian. Je peux dire, à la fin, c'est un wake-up call. Puis j'utilise beaucoup ces séries-là avec mes gardiens, surtout mes gardiens de but. Je parlais justement avec un de mes gardiens de but cette semaine. Puis j'ai tellement pas eu une bonne attitude là, quand ça s'est arrivé. Puis j'ai fait un peu à baboune. Puis on était arrivé dans la série contre Philadelphie. Puis Jean m'a ramené devant le filet. Puis, je suis pas loin de te dire, là, je vais pas arrêter un ballon. Là. D'ailleurs, j'ai même pas terminé le match. Puis tu sais, quand tu dis, là, des fois, on a des regrets là, d'avoir d'un mauvais comportement puis d'avoir mal accepté une décision. Fait que ça a été aussi là, une étape importante. Puis par la suite, là, je pense que j'ai grandi beaucoup dans ça. Ben, c'était carrément pareil, tu sais, de remporter la coupe, puis après ça, se faire tasser. On s'entend que tu as grandi vite, pas à peu près, dans tout ça. Oui, mais c'était comme ça dans le temps avec les Canadiens. Avec les Canadiens, là, on n'acceptait pas la défaite. Je veux dire, peu importe l'équipe qu'on avait, on croyait en nos chances de gagner la Coupe Stanley. Tout ce qu'on voulait, c'est de se tailler une place en séries éliminatoires puis dire, à partir de là, on va trouver une façon de faire un bout de chemin. Puis c'était comme ça. C'est comme ça que moi, j'ai été élevé. Puis, écoute, là, en 85-86, j'ai quasiment envie de te dire qu'on était 6 ou 7, puis c'est peut-être même 8 recrues là, sur l'équipe. Puis les standards n'étaient pas là, faibles. Là. On est en mission pour gagner une Coupe Stanley, puis tout était mis en place. C'est sûr qu'on avait des Bob Gainey, on avait Larry Robinson, on avait Mario Tremblay. J'étais même co-chambeur, moi, avec Mario au début de ma carrière. Puis, les vétérans, c'était des. Oui, il y avait une friction avec les vétérans et les recrues au début, c'est sûr. Mais à partir du moment où on a commencé à avoir une chimie ensemble, on est vraiment devenu une équipe solide. Est-ce que, tu sais, gagner la Coupe rapidement comme ça, puis après ça, 86, ça va, 93, y a-tu eu un moment dans ces 2 années-là où tu as senti la pression? Tu sais, quand on parle de la fameuse pression de Montréal, y a-tu une fois qu'elle t'a tombé dessus un peu? Non, j'ai pas senti. Dans mes années à Montréal, ça n'a pas été. Peut-être que j'étais. Peut-être que je suis pas ignorant, mais tu sais. Naïf un peu. Naïf, Hein. ouais. Naïf, c'est le mot que je cherchais, merci. Je pense que j'étais naïf, puis je voyais pas. Mais tu sais, c'est pas comme aujourd'hui. Là. Aujourd'hui, les médias sociaux, c'est tellement gros.
Fait que dans ce temps-là, c'était le journal, puis la radio, puis la télévision, évidemment. Mais c'est pas comme, comment je pourrais dire, c'est pas comme aujourd'hui, là. Je veux dire, tu fais pas un faux pas c'est dans les médias, des médias sociaux, puis etc., où tu peux faire un commentaire par ça, tu peux rejoindre du monde de même. Fait que, ça l'a énormément évolué aujourd'hui comparativement à cette époque-là. Fait que peut-être que ça m'a aidé justement à moins bien comprendre. Mais écoute, moi, j'étais une personne qui était bien encadrée. Mon père, à l'époque, avait choisi Pierre Lacroix comme agent de joueur, puis Pierre m'a pris sous son aile, puis il m'a vraiment s'assuré qu'il ne me manquait de rien. Il y a plusieurs personnes sur le chat qui demandent dans tout ça, les superstitions, ça a commencé quand? Ça a-tu commencé plus jeune ou c'est arrivé après la première Coupe Stanley? Ça a commencé tranquillement. Puis là, à un moment donné, ça a fait 1, 2, 3. Et quand j'ai pris ma retraite, j'ai dit plus jamais je suis superstitieux. C'était rendu que je m'habillais du côté gauche, j'allais jusqu'au côté droit, j'écrivais le nom de mes enfants sur les bâtons. J'avais une routine à partir du moment où je me couchais en après-midi jusqu'au soir, puis je ne faisais pas aux lignes pendant le match. Mais je me demande si c'était pas une façon pour moi de rester concentré puis de focusser sur d'autres choses que juste les résultats, etc. Juste le fait d'être concentré à faire cette routine qui était devenue là, tellement longue, puis tout le kit. Écoute, à un moment donné, j'avais brisé le lacet du patin droit. La minute long que j'ai été obligé d'enlever ma patte le côté gauche pour pouvoir en mettre, puis commencer par le gauche pour aller au côté droit. C'est rendu fou, là, tu dis. Même si tu es là-dedans, tu dis, voyons, Pat, c'est quoi tu fais, là? Ça n'a pas de sens. Mais t'es pris là-dedans, puis t'embarques là-dedans, tu dis, bon, OK, let's go. T'en as-tu comme coach? Non, aucune. Ah ouais. Aucune. Puis des fois, là, tu sais, mettons, ça peut être aussi niaiseux que ça, mais mettons, j'ai perdu une game avec un habit, là. là, je dis, on leur met plus ça, là. Je dis, ah, pas question, on leur remet. Puis, ben, tu sais, j'en veux. Ah, écoute, c'était vraiment exagéré. T'as-tu senti une fois que écoute, à un moment donné, là, je jouais avec une puck. Je jouais avec une puck à terre, puis je la faisais bouncer. Puis là, je pense qu'on était à Philadelphie. Puis là, je dis à Jerv, je dis, hey, où la rondelle, Jerv? Fait que là, Jerv, il est parti d'un gradin à Philadelphie chercher la rondelle que le jeune donne un coup de main à l'équipe. Le jeune l'avait donné à un partisan. Lui, il était content. Pas que du Canadien. Il donne ça à un partisan de Philadelphie qui écoute un maniaque du Canadien là-bas. Mon Pierre est allé chercher à la POC puis il l'a ramené. Et il aurait pu dire, hey, regarde, j'en ai une là, ça va faire. Ça n'a pas d'allure. J'imagine Jerv monter les marches. Je me dis, qu'est-ce que je fais là? Moi, tu sais, c'est comme. C'est sûr qu'à un moment donné, là, c'est exagéré. Là, ça n'a aucun sens. Mais ça, c'était à l'Arena, mais c'était-tu partout, mettons? Ton repas d'avant-match, c'était toujours le même, puis ça suivait comme ça à partir de la veille, mettons? C'était du poulet avec. Il y a eu une période, c'était du steak. Après ça, c'était du poulet. Après ça, c'était soit du steak ou du poulet à chaque journée. Wow. C'était carré. Après ça, vous en allez dans les playoffs. On parlait de playoffs 86, 93. Parle-nous un peu plus de ça. Je pense que c'est 11 victoires en prolongation. Le feeling dans le vestiaire de tout ce qui s'est passé. C'était magique un peu cette année-là. Là. Vous n'étiez pas quand même l'équipe que tout le monde voyait là. Et cette année-là, elle a commencé avec l'arrivée de Jacques Demers. Jacques est rentré, il a emmené comme un vent de fraîcheur. Une personne extrêmement positive, une personne qui... Au début, il nous avait... Moi, je me rappelle encore, là, on avait commencé lentement, puis à un moment donné, il nous avait fait venir à l'Arena à 6 h le matin ou à 7 h le matin, puis il nous avait retourné à 5 h le soir. Puis là, il nous a dit, regarde, c'est ça quelqu'un qui travaille de 8 à 5. Puis ça avait été une bonne leçon pour nous autres, puis ça nous avait aussi regroupés. Mais moi, je me rappelle, là, une de ses premières présences sur la patinoire, puis il avait dit, on va surprendre le monde du hockey, puis on va gagner la Coupe Stanley. Là, 3-4, on se regardait, on leur dit, parce que là, il me semble qu'il nous manque de morceaux aussi. mais il était tellement positif, tellement il croyait à ce qu'il faisait, puis il y avait cette passion-là, cette énergie-là qui dégageait. Puis,
c'était vraiment là, c'était motivant pour nous. Puis à quelque part, il était comme, je te dirais, notre leader. Là, puis évidemment, lorsqu'on est arrivé, on a affronté les Nordiques là, dans la première série. Et puis, je n'avais pas été bon là, du tout dans les 2 premiers matchs. Surtout sur le but à Sakic, c'était vraiment pas un bon but là, entre les 2 jambes. Puis, je ne sais pas que c'est un arrêt de routine, là, mais j'aurais dû faire l'arrêt là, sans problème. Puis, je pense qu'on venait comme 2-0 en fin de match, puis on marquait paf, paf, puis on est allé en prolongation. Puis, Scott Young a marqué sur un but, là, sur un wrap-around. Puis on a perdu ce match-là. Le deuxième match, ça n'a pas été bien mieux. On a perdu 5-2, on s'est emmené au forum. Puis beaucoup de gens voulaient avoir André Racicot qui avait connu vraiment une bonne saison avec nous. Puis je serais toujours reconnaissant envers Jacques d'avoir dit, garde, moi, Pat, il m'avait rencontré, puis il a dit, moi, je joue avec toi, puis je vis, puis je meurs avec toi. Fait que, go. Puis ça a été, là, pour moi, là, ça a été une grosse marque de confiance. Puis ça a été, là, tu sais, dans chaque aventure d'une finale, d'une conquête de Coupe Stanley, il y a toujours des moments qui sont des moments clés. Pour moi, ça en était un. Mais tu sais, on parle souvent du stress, là, puis j'écoute ton histoire de juste de jouer pour le Canadien, mais pour un gars de Québec, de jouer pour le Canadien contre les Nordiques, ça doit être un autre niveau de stress, là, à un moment donné, pour un jeune. Là. Ouais, ben écoute, j'ai pas été bon contre les... J'avais vraiment pas été bon contre les Nordiques. Puis aujourd'hui, avec le recul, à 57 ans, on comprend mieux les choses. Là. Mais quand on est plus jeune, on a la face dedans, puis on veut pas accepter certaines choses. Ben sincèrement, je pouvais comprendre là, Jean Perron de vouloir aller avec Brian Hayward, puis de donner filet à Brian, même si, sur le moment, ça m'avait déplu beaucoup. Mais aujourd'hui, avec le recul, je comprends ça. Puis, par contre, ça a été là, c'était une série importante pour notre équipe. Écoute, cette année-là, on avait tout le temps un joueur qui se démarquait. Dans cette série-là, ça a été Paul Di Pietro. Dans la finale de la Coupe cette année, c'était John Leclerc qui a marqué les 2 buts en prolongation à Los Angeles, excuse-moi. On a tout le temps eu un joueur qui... C'était un peu la marque de commerce de cette équipe-là. C'était par comité, puis on avait un gars comme Éric Desjardins qui avait marqué un tour du chapeau dans un des matchs de la finale de la Coupe Stanley contre les Kings, mais on avait vraiment, là, c'était par comité, puis on avait vraiment de belle chimie, on avait un groupe qui se tenait fort, puis c'est un peu ce que j'ai décelé, là, les années où on a gagné, c'est incroyable comment la chimie à l'intérieur était là, était présente, puis le leadership était fort dans l'équipe. Ça a été quoi pour la ville, la foule, la différence entre 86 et 93? C'est la dernière Coupe à Montréal, c'est sûr qu'elle est marquante dans le sens que ça a duré plus longtemps, mais comme joueur, la parade, les parties, comment ça a marqué vos vies, la différence entre les deux? Ah, écoute, la Coupe Stanley qui était la plus impressionnante pour moi, c'est la première. Je veux dire, on arrive là assis dans des voitures sport. Puis là, à un moment donné, on dirait que c'est devenu là, immense. Là. Les gens étaient rendus dans la voiture, par-dessus la voiture. Puis à un moment donné, ils n'avaient plus de chandail. C'était vraiment là, c'était vraiment spécial là, comme la suivante, c'est-à-dire en 93, là, on était dans les camions de pompiers, puis on était éloigné des gens, puis c'était complètement différent. Je pense que finalement, ça aurait pu, là, je ne dis pas que ça aurait pu mal finir en 86, mais c'était limite, là. Ah ouais, hein? Ça brassait. Ton moment tout seul avec la coupe. Si tu es capable de voir des vidéos de ça ou des photos, là, je te jure, pour moi, là, qui avait 20 ans, c'est vraiment impressionnant. Ça doit. Ton moment seul avec la coupe, ça ressemblait à quoi les 2 fois? C'était-tu des parties de famille? C'était-tu... Écoute, mon meilleur moment, c'est sûr, c'est en 93. Là, tous les joueurs s'étaient rassemblés chez nous. Moi, à cette époque-là, je demeurais à Rosemère. Puis tous les joueurs étaient venus là, à la Coupe. À un moment donné, je pense qu'on était une centaine. Puis les Saints étaient rendus dans la piscine.
avec la Coupe Stanley. Fait que, tu sais, faudrait pas que la Coupe Stanley, elle a assez fait bronzer pas mal. Il y a du monde qui demande sur le chat si t'es vraiment allé à Disneyland finalement, puis comment ça Oui, marchait. T'as-tu un deal pis ouais, tout? Là? Comment ça fonctionne, ça? ouais, c'est arrivé, c'est que après la victoire, Pierre Lacroix, il était proche, puis il avait dit quand tu gagnes la Coupe Stanley, dis tu t'en vas à Disneyland, puis moi j'avais mon chouillé le Disneyland, je peux dire, je me suis fait agacer longtemps après à Disneyland. Puis, mais effectivement, je suis allé avec Pierre Lacroix, on était allés ensemble. Non seulement je suis allé à Disneyland, mais je suis aussi allé dans cette année-là, on est allé avec les enfants, on est allé à Disney World. Alors, Disney World, c'est en Floride, tandis que Disneyland, c'est en Californie. Fait qu'on est allé aux deux. Je suis allé avec Pierre Lacroix et sa femme Colombe. Puis on avait vraiment trippé. Je me rappelle, on était allé se promener dans Space Mountain. Puis Pierre marchait en arrière de moi. Puis là, il était comme, j'ai dit, ça va-tu, mon Pierre? Mais, non, c'est des bons souvenirs. C'était écœurant, ça. Je vais avoir Disneyland. Puis, tu sais, tu parles de tout ça. À Montréal, on le sait, ça a été écœurant. Puis, à un moment donné, il y a eu la transition vers Colorado. Parle-nous un peu de ça, ton arrivée. Puis, tu sais, on parle toujours des échanges, mais en tant que super vedette d'arriver dans un autre vestiaire, on doit se sentir à regarder pas à peu près. C'était c'était plus dur que je le pensais. Peut-être c'est les premiers moments où j'ai découvert là, un peu l'anxiété dans le sens que je trouvais que c'était un méga changement Ouais. d'arriver au Colorado. Puis c'est un peu là que j'ai découvert là, que j'avais tellement des habitudes, puis c'était tellement monopolisante que ça prenait trop de place. Puis j'ai commencé tranquillement à en changer quelques-unes. Mais écoute, c'était. Je me rappelle une couple de fois là, dans l'avion, là, j'avais les yeux dans l'eau, puis tu sais, je m'ennuyais là, avec les Canadiens, etc. Mais écoute, à un moment donné, il y a un virage qui se fait. Puis le virage s'est fait à un moment donné. On joue un match. Ça n'avait pas tellement bien été. Puis après le match, d'habitude, Michel, ma femme était là, puis elle m'attendait, puis on s'en allait à la maison, mais elle n'était pas là ce fois-là. C'est Pierre, Pierre Lacroix qui est allé me conduire à la maison. Puis on avait une bonne discussion dans l'auto. À un moment donné, j'ai dit, écoute, c'était difficile pour moi, tu sais, parce que j'avais tellement de bonne relation avec Pierre Lacroix, qui était mon agent, mais qui était aussi un ami. Puis j'étais tellement proche de lui. On dirait que j'avais comme peur de décevoir, puis ça. Puis là, à un moment donné, il dit, là, tu vas arrêter ça, là. Tu ne vas pas décevoir personne. Il dit, la seule affaire que je vais te demander, c'est d'être toi-même. Puis va embarque dans les buts, puis sois toi-même. Puis à partir de ce moment-là, on dirait que ça comme tranquillement, on dirait que ça m'a comme enlevé de la pression, ça m'a comme euh, permis là, de me laisser aller. Mais j'étais chanceux parce que mon voisin immédiat, c'était Mike King. Lui, il avait acheté la maison juste à côté de chez nous, puis on voyageait ensemble, puis Keener était vraiment on voyageait ensemble, puis ça, puis il était vraiment là, une personne qui m'a devenu très bon ami avec lui, puis il m'a aidé beaucoup dans cette transition-là. Ça t'a-tu surpris, toi, justement, de vivre cette anxiété-là? Parce que veux pas, partout où tu es allé, t'étais en contrôle, là? Ben, écoute, oui puis non. Parce que à ces époques-là, c'était un peu comme. Tu sais, aujourd'hui, on parle des commotions cérébrales, puis là, on est là. Dans ce temps-là, là, une commotion cérébrale, là, le trainer disait va prendre une douche, puis prends 2 Advil, 2 Tylenol, puis tu vas voir, demain, tout va être correct. C'est pas comme aujourd'hui. Là. Aujourd'hui, il y a un protocole. Il y a eu, il y a eu beaucoup d'avancements dans le monde du sport, pas juste dans le hockey, dans tous les sports confondus, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on prend très au sérieux les commotions cérébrales. Puis, mais tout ça pour te dire là, que euh, pour moi, c'était une étape où c'était méconnu. On ne connaissait pas l'anxiété. Moi, c'est après ça que j'ai découvert que j'étais claustrophobe. Moi, j'ai découvert que j'étais claustrophobe. La première fois, c'est Michel Lefebvre qui faisait mon masque de gardien de but. Fait que il arrive à l'aréna, bonjour Patrick, on va faire ton masque.
Puis là, il met du plâtre dans ma face. Puis là, à un moment donné, il faut que je respire seulement avec une paille pour finaliser le tout. Et que j'ai pas lié ça, j'ai sorti ça de ma face. J'ai dit, non, ça marche pas en tout. Ah, ouais. C'était mon premier épisode. Après ça, mon deuxième, il était blessé au cou avec le Canadien. Puis là, j'ai embarqué dans le MRI. Ah, Ouais. Puis je suis sorti de là anti-bonhomme. Puis je me rappelle, le docteur Lenzner, il était là. Puis je dis, Doc, sorry, I can't do this. It's impossible. Fait que là, je suis sorti de là anti-bonhomme. Puis j'ai réussi à faire 1 minute. Fait que c'était là que j'ai découvert que, à quelque part, peut-être je peux souffrir, moi, d'anxiété. Puis, mais avec le temps, je veux dire, on apprend à connaître aujourd'hui plus là-dessus que, exemple, à cette époque-là. Là. Tu parlais tantôt de quand toi, tu étais un peu une vedette qui change de vestiaire. Quand Raymond est rentré chez vous au Colorado, ça a fait quoi l'impact? Puis y avait-tu une pression de qu'est-ce que le gars accepte de partir des Bruins, que ça fait 20 ans qu'il est là, puis il faut qu'il la gagne, tu sais? Oui. Puis on savait tous que Raymond, techniquement, on avait tout entendu parler qu'il était supposé aller à Philadelphie. Et que je ne sais pas ce qui est arrivé dans la transaction, là, mais ça avait avorté, puis que finalement, c'est là, il est venu jouer pour nous au Colorado. Raymond voulait rester, lui, plus proche de Boston. Il ne voulait pas s'exiler loin. Puis il voulait rester dans l'Est et non pas aller dans l'Ouest. Mais, wow! Raymond, c'est tout un leader. Là. C'est une personne. Puis on se connaissait parce qu'on avait joué des matchs d'étoiles ensemble. Raymond restait là, à Lorraine à côté. Moi, je restais à Rosemère. Lui, il restait à Lorraine. On était membres au même terrain de golf à Rosemère. Puis on avait évidemment joué ensemble aux Olympiques. Puis aux Olympiques, là, à Nagano, c'était le premier moment où on était vraiment là, proches un de l'autre. Puis on a passé beaucoup de temps ensemble. Puis lorsqu'il il est venu avec l'Avalanche, on est devenus comme inséparables. Là. Dans l'avion, on était ensemble, on allait manger au resto ensemble. On était vraiment proches. Puis, mais une approche de la game incroyable, des connaissances de la game extraordinaires. Puis vraiment, Raymond a été là. Écoute, c'était une année où on n'avait pas une grosse saison. De mémoire, là, on bataillait, je pense, pour 8e place ou quelque chose du genre. Puis là, ben, Raymond, il est arrivé avec nous autres, puis là, on a monté en flèche. Malheureusement, on a perdu en 7 matchs, je pense, contre Dallas. J'étais tellement content là, que Raymond revienne. Là, je peux te dire une affaire. Bon, là, on savait qu'on avait un Mulligan. Puis on est devenu vraiment, là, c'était vraiment une mission là, que le club s'était donnée là, cette année-là. On voulait vraiment gagner la Coupe Stanley pour Raymond. Puis tout était fait en fonction de ça. Puis, tu sais, dans le match, là, c'était un des moments là, que j'étais le plus déçu de moi, mais en même temps, le moment le plus difficile parce que j'étais sorti de mon filet dans le match numéro 4 à New Jersey. On contrôlait le match. C'était 2-1, je pense, quelque chose du genre pour nous. Puis là, je sors de mon filet, la rondelle saute par-dessus mon bâton, la rondelle vient en avant, bang, ça fait 2-2. Là, on arrive à la fin de match, bang, Sikora marque, bang, 3-2, on perd le match, on s'en va au Colorado, on échappe la game 5, on tire de l'arrière 3-2 dans la série, on s'en va à New Jersey. La plus belle chose qui est arrivée dans celle-là, c'est qu'on a eu 2 jours avant de jouer le 6e match. Puis là, moi, je me rappelle, là, honnêtement, j'étais défaite là, parce que, je me disais que je me sentais comme Bill Buckner. Là. Tu sais, le gars qui a échappé le roulant entre les 2 jambes, puis qui avait coûté la victoire à son équipe. Puis là, je m'étais comme un peu regroupé. Puis là, on était dans l'avion, on s'en allait vers le New Jersey. Puis j'ai dit à Raymond, Rick, j'ai dit, s'il vous plaît, parle avec les boys, puis fais-leur un estimate meeting. Puis moi, je te jure, là, je vais me tenir debout en partant à la game. Puis on va virer ça de bord. Puis Raymond est arrivé à l'arena. Puis, tu sais, Raymond faire des speeches de cœur, c'était facile pour lui, mais arriver à faire un speech, tu sais, là, vraiment là, de coach, là, parler avec les joueurs. Puis là, il était là 2 fois, il a dit
restez avec moi, là, je vais m'arriver avec mes affaires. Puis, yes. Là, on était tous crinqués. Là. Même si New Jersey est parti, ils ont parti fort, là, ce game-là. Là. Ils ont eu, je pense, un 53, un 54 en partant en game. Puis, finalement, on a gagné pour 4-0. Puis on est arrivé dans le match. Fuller avait marqué en fin de première période pour nous donner un but d'avance. Puis là, après ça, on a gagné le match, je pense, c'est 4-0. Après ça, on revenait à la maison pour gagner la Coupe Stanley. Mais si tu savais à quel point, pour moi, là, c'était une fierté là, de voir Raymond là, soulever, ben, pas juste moi, là, tout le monde. Là. Et quand on a vu Raymond lever la coupe et les yeux dans l'eau, là, un gars qui s'est tellement dédié pour les Browns, un gars qui s'est tellement dédié pour la game de hockey, de le voir réaliser son rêve, là, c'était vraiment un moment fort. Ça ressemblait à quoi en arrière-plan? Parce qu'on le sait, là, l'image de lui, comme tu viens de le mentionner, qui lève la coupe. Ça... Tu veux peser sur pause. Ah. C'est écœurant, là, c'est beau. Mais en arrière... Arrêtez ça, tu veux que ça soit sur pause. Puis, écoute, là, ça ne te fait pas arriver dans un meilleur feeling. Ça, c'est comme la Coupe de 93 devant les fans du Canadien. Hey, pense-y, là, aujourd'hui, gagner une Coupe cette année devant les gens à Montréal. Ça serait hystérique, là, ça serait fou, là. Puis, dans ce temps-là, c'était le même. Là, les 3-4 dernières secondes, là, le bouchon du forum voulait exploser. C'était la même affaire au Colorado. Là, puis on dirait que c'était déjà, bruyant. Et carrément a levé la coupe. C'est devenu encore plus bruyant. Puis, écoute, c'est des moments que tu ne peux pas oublier. Là. Joe, n'avais-tu parlé à certains vétérans? Si jamais on gagne, je vais en donner à Raymond, ou il avait gardé ça pour lui? Non. Ben, Joe, il était le même. Joe, c'était un gars d'équipe. C'était pas un gars qui était très volubile. C'était pas un gars, mais c'est un gars là, il jouait pour l'équipe. Puis je pense qu'il connaissait son rôle. Puis il savait que le vrai capitaine de l'Avalanche, c'était Raymond Bourque. Des fois, tu sais là, que le gars, il y a des gars là, qui n'ont pas besoin de lettres sur leur chandail là, pour être un leader. Là. Vous en avez sûrement vécu là, dans vos carrières, là, des joueurs que tu disais, c'était lui notre leader, là, c'était pas... Mais Raymond, c'était le leader là, au niveau de l'équipe. C'était le rassembleur, puis c'était vraiment... Là, c'est vraiment... Moi, en tout cas, c'était un privilège de jouer avec un gars comme Raymond Bourque. C'était tellement content d'avoir eu cette opportunité-là. On a du monde qui veulent t'entendre. On a passé vite, on l'a oublié, mais le fameux clin d'œil, là, c'est-tu venu de où? De quelque part? Tu faisais-tu ça souvent, puis on l'a juste jamais eu jusqu'à maintenant? Non, puis honnêtement, ça s'est fait tellement... C'était écœurant cette image-là. Ça épiquait dans l'œil. Non, mais c'était vrai. Ouais, c'est sûr, j'aurais aimé ça. Mais non, on dirait que t'arrives à un moment donné dans une série que t'es dans une bulle. Puis, tu sais, t'es tellement dans ta confiance, puis il n'y a rien qui te dérange, puis tu laisses rien t'affecter. Puis, tu sais, je me souviens, là, dans le match, là, je pense qu'on menait 3-0 ou 3-1, puis là, les Kings ont marqué bang, bang en fin de période. C'est venu 3-3. On est rentré dans la chambre. Là, tout le monde chiale. Tout le monde est en... Tu sais comment est-ce que ça peut être, là, tu sais, à un moment donné, là. Puis là, ouais, on se réveille, ouais, les boys, on se réveille. Ben, tu sais, plus dramatique que ce que je fais là parce que je n'utilise pas les bons mots. Mais moi, je me suis levé, je suis allé mettre de l'eau dans ma face, je suis revenu. Là, je dis, on va se calmer. Là. Je dis, allez m'en scorer un, on va gagner. Puis là, à un moment donné, j'étais tellement là, confiant, j'étais tellement dans ma bulle, dans ma zone, qu'à un moment donné, j'ai fait 2-3 bons arrêts. Puis à un moment donné, Sandstrom, il m'a rentré dans ma patte pour essayer justement. Puis là, je l'ai vu aller en arrière du filet, puis il est revenu par en avant, puis c'est là que ça a sorti instantanément. Là, c'était vraiment un geste pur de... ça ne peut pas être différent. Puis c'est là que tu réalises que, hey, là, je suis au sommet de mon art. Je ne peux pas jouer mieux que je jouais là. J'étais dans ma bulle, j'étais dans ma zone. Puis, on avait, dans cette série-là, on avait connu tellement des moments forts. D'ailleurs, c'est dans cette série-là que Jana est venue au monde. Écoute, après, on avait perdu le match numéro 1. Puis, il avait provoqué Michel. Puis, on était allé à l'hôpital, à Pointe-Claire.
Puis j'étais allé manger avec le Doc Mercier. Puis l'ensemble, le Doc, on jasait. Puis à un moment donné, bon, mais il dit là, il dit, faudrait qu'on dorme tout pendant que ta femme accouche. Puis là, on était retourné à l'hôpital. Puis c'est là que Jeannin était venu au monde. Puis le surlendemain, il était devant le filet, puis on jouait le match numéro 2. Puis c'est là qu'Éric a marqué là, son tour du chevreau, le fameux bâton là, de McSorley, etc. Ça, c'était excellent. Justement, on a reçu Éric la semaine passée, puis il nous disait qu'il y a une shot qu'il fallait qu'il bloque un tir de Brett Hull, puis il a passé à côté, puis toi aussi, tu l'as pas vu, puis tu as dit, Chris, une chance qu'elle nous a pas touché, celle-là. Hey, Éric et moi, on était co-chambreurs pendant au moins 5-6 ans, 5 ans, c'est certain avec les Canadiens, là, jusqu'à ce qu'ils soient échangés là, aux Flyers. C'est vraiment là, un chic type. Moi, j'ai adoré Éric, puis c'est vraiment là, ça nous a fait très mal son départ. Très, très mal. On remplace pas des défenseurs de même. Tu sais, c'est des gars qui mangent des minutes puis qui sont capables de jouer contre la meilleure. Puis des fois, on dirait qu'on a tendance à ne pas apprécier autant ces joueurs-là. Mais moi, j'ai été chanceux. Là, tu sais, écoute, j'avais Robinson, j'avais Chris Chelios. Écoute, j'avais... plus tard, j'ai eu Raymond, j'ai eu Footer, j'ai eu Rob Blake. Wow. J'étais vraiment béni d'avoir autant là, des défenseurs. Là, puis même des gars là, de rôle qui se sacrifiaient pour l'équipe. Des gars comme J.J. Daigneault, des gars comme Lyle O'Donnell, puis des gars de même. Écoute, j'étais vraiment chanceux. Avant de passer à un dernier petit segment qu'on a là, qui dure 5 minutes, il faut juste qu'on parle. On parlait tantôt du moment avec Raymond, mais aussi les coups de poing ça y est, les casse-good. Puis ça partit de où cette rivalité-là? C'était juste incroyable, le hockey, dans ce temps-là. Là. Ouais. Écoute, Détroit, c'était le. Premièrement, pour moi, Détroit, c'était plus que ça. Parce que c'était l'équipe qui m'avait sorti de Montréal. C'était mon dernier match avec le Canadien. J'ai jamais pensé à ça. Puis ça, pour moi, là, c'était comme quand j'ai croisé sur mon chemin, là, je savais, là, j'avais beaucoup de choses qui me traversaient dans la tête. Puis, fait que c'est sûr qu'il y avait une animosité qui se faisait naturellement pour moi. Puis en arrivant au Colorado, évidemment, le club qui était sur... Écoute, cette année-là, là, j'ai quasiment envie de te dire qu'il avait gagné 60 games et plus, les Red Wings. Oh ouais. Puis on est allé les battre en 6. Puis c'était la fameuse mise en échec par derrière de Claude Lemieux. Eux avaient... écoute, c'était définitivement une sanction, là, puis c'était un geste qu'on n'aime pas voir dans le monde du hockey. Mais en même temps, je pense que les deux savaient là, que dorénavant, il fallait passer un par l'autre pour pouvoir gagner des Coupes Stanley. Puis d'ailleurs, c'est un peu comme ça parce que les Red Wings, je pense, dans cette période-là, j'ai quasiment envie de te dire, on a eu 3 ou 4 fois la Coupe Stanley. Nous, on l'a gagné 2 fois. Puis je pense que Dallas l'a gagné une fois dans une période d'à peu près de 8 ans. Puis la seule équipe dans l'Est à l'avoir gagné, je pense, c'est Martin avec les Devils au New Jersey. Fait que, c'est beaucoup passé par ces séries-là. Puis, il est devenu à un moment donné le fameux match où Claude Lemieux aurait peut-être dû se battre avec McCarthy. Puis, pour régler le cas, il ne l'a pas fait. Puis là, ça a dégénéré. Puis, honnêtement, je pense que à l'intérieur de tous nous autres, de nous tous plutôt, on a tous un regret parce qu'on a perdu notre focus. On ne pensait plus à gagner des games de hockey. Là, on pensait rien qu'à se venger. Puis, au lieu de refocuser sur hey, la game, c'est la game. Puis, il faut gagner le pointage, pas ce qui se passe à l'extérieur. Puis, on a embarqué dans ce jeu-là, puis avec beaucoup de regrets parce que je suis convaincu que ça nous a coûté 1 ou 2 Coupe Stanley de plus. Voilà, c'est bon en tabarouette. Ça a donné du bon hockey en maudit, en tout cas. Pour nous autres, de notre part. Pour vrai, là, moi nous autres, on est sur la glace et on ne réalise pas, mais je me faisais souvent dire que les codes d'écoute étaient extraordinaires pour ESPN à l'époque par rapport à ces séries-là.
Tu pensais s'il a fallu qu'on se frappe en finale de la Coupe Stanley, à quel point ça aurait été malade. pas bon pour le hockey. C'est sûr et certain. Débile. Hey Pat, un petit segment, 3 minutes, on a fini. On te remercie encore. C'est des petites questions en rafale. On les demande à tous nos invités, puis ça nous donne toujours des petites histoires assez cocasses. C'est bien simple. Simon, si tu peux mettre la première slide. Ta rencontre la plus impressionnante avec une vedette, tu sais, en dehors du hockey. Moi, mon idole, c'était Fred Coppell. Écoute, j'en ai eu plusieurs, mais Fred Coppell, c'était la rencontre qui m'a le plus intimidé. Ça s'est passé là, à la vallée du Richelieu pendant le skin game, puis j'étais vraiment impressionné. Fred Coppell, c'est pas... Patrick Roy impressionné, c'est quoi? C'est Fred Coppell. Non, mais je veux dire, t'es gêné, t'es quoi? Écoute, j'étais comme un jeune. Ah ouais? Mon ex, elle me disait tout le temps, moi, on dit que t'as l'air d'un jeune garçon, un bébé. Ben, j'étais comme un bébé, là. Et tu sais, j'étais... Puis d'ailleurs, je m'étais lié d'amitié avec lui. Puis Michel et moi, on était partis le voir au Shark Shootout à Los Angeles. Puis j'y avais emmené un masque de gardien de but de moi, puis que Michel Lafayette m'avait fait. Puis j'y avais donné. Puis après ça, on avait été avec lui, on avait été à Las Vegas. Puis après Las Vegas, on était allé chez lui à Palm Springs. Puis là, à un moment donné, Michel, à Montréal, a dit faudrait peut-être retourner à la maison. On a 2 gens à la maison. Ouais, je dis, dans le fond, je pense que t'as raison. Fait que là, je voulais rester encore plus longtemps. Moi, je voulais plus revenir. Il m'avait donné une coupe de chandail. Tu viens-tu ces t-shirts de golf? C'était écrit Cadillac. Il m'en avait donné 2, 3 de même. Je vais te dire une affaire, mais la seule affaire, j'avais pas son swing. Ça, je peux te dire ça. Ouais, j'ai joué avec quelqu'un qui a un de tes vieux bâtons. T'avais comme assis du tape en arrière pour faire un peu de poids. Là. À cette heure, ils ont tout arrangé, Pat. Là. Ouais, ils nous ont amélioré. Hein. C'est un peu mieux. Une autre question, Simon. Taper job étudiante. Moi, j'ai pas. Je te dirais là, que j'ai jamais eu de job que j'aimais pas. Il y en a une que je tripais moins. Là, c'était, je passais le journal, puis j'arrivais jamais dans mon budget. Mon père était toujours. Le gars venait faire la collecte le jeudi matin, le jeudi après-midi, puis il manquait toujours 2-3 piastres. Mon père était obligé de dire moi, je prenais l'argent. J'étais pas très bon pour gérer mon budget de journaux. Mais des fois, j'arrivais, mettons, moi, je passais le soleil, puis là, j'arrivais à 4 heures de l'après-midi, puis je disais, ah non, faut que je lâche la piscine, j'étais avec mes chums à la piscine, puis je disais, ah non, faut que je m'en aille passer le journal. Puis là, j'avais quoi, une vingtaine de clients. Ah, là, c'était pas mon moment favori, mais honnêtement, j'ai adoré ça. C'est bon, ça fait la prochaine slide, Simon. Comment as-tu dépensé ta première paye, justement? Dans la Ligue nationale, peut-être, ça va nous amener un plus beau résultat. Ouais, ma première paye, honnêtement, j'ai pas de souvenir de ce que j'ai pu faire avec ma première paye. Mais je sais que ce que j'ai fait avec mes premiers montants d'argent, à l'époque, on restait à Rosemont, puis on avait acheté une maison à l'île Bizarre. Puis j'avais pris l'argent là, que j'avais collecté pour acheter la maison. Fait que j'étais pas tellement un gars qui dépensait beaucoup, mais ma vision, c'était celle-là. Je me disais, sais-tu quoi? On avait acheté la maison à l'île Bizarre. J'ai dit, je vais peut-être avoir 2-3 millions dans mon compte de la banque. La maison va être payée, je vais avoir une belle retraite à Montréal, ça va être parfait. Ça virait de bord assez vite. Ouais, c'est ça. Puis je t'en pose une dernière, puis on le laisse aller, puis c'est tout le temps moi qui ai pogné avec cette question plate-là, mais on l'a demandé à tout le monde. Ton numéro 2 le plus embarrassant dans ta carrière, Luongo est parti en prolongation, il est allé aux toilettes. On a eu plein d'histoires. J'ai eu la même affaire que lui à Buffalo. À Buffalo, on jouait contre les Sables, puis je n'étais pas supposé jouer parce que j'étais malade, puis j'étais sous des antibiotiques. Puis en deuxième période, j'ai dit à Scapé, j'ai dit, dis à Burnsy que moi, je m'en vais aux toilettes. Puis là, tu es assis aux toilettes, tu as les pads, puis les culottes, je peux te dire, en affaire, ça se présente pas tellement bien. Fait que j'ai vécu la même affaire que lui. Puis là, Burnsy, il riait en arrière du banc. Lui, il trouvait ça bien drôle, mais moi, je trouvais pas ça drôle la manière dans la chambre. T'entends un goal. J'ai jamais marché aussi vite pour me rendre dans un vestiaire d'hockey. Je te confirme. J'adore ça. Pat, merci d'avoir pris cette heure-là avec nous autres. On apprécie, puis on te souhaite
De bonnes transactions pour peut-être ta dernière saison. Là, on ne sait pas trop la suite, mais de bonnes transactions pour vous permettre un championnat cette année avec les Remparts. Je pense que vous avez l'équipe pour ça. Oui, un gros merci. Un immense merci. Tantôt, tu parlais de Rogatien-Vachon et tout ça. Mais nous autres, c'était toi notre idole. Puis à soir, c'est un honneur de t'avoir reçu. En prenant une bière, on est honorés. Ah, vous ne m'avez pas donné de chance de prendre une autre gorgée de mon gin. Ça n'a pas de bon sens. On est prêts, nous autres, on a des questions, on n'arrête pas, on roule. Thank you, Cheers, Merci beaucoup. Salut, un gros bye-bye. merci. Salut. Merci.